son stuff. Je switch, puis après ça, t'as le compteur. Ah, c'est bon? Et puis, je pense que j'ai une vue, je me débrouille. C'est parfait. OK, bon. Voilà. Moi, je vais rester dehors pour cueillir ça. Effectivement. On va faire ça demain. Bonjour, merci d'être là. Merci aussi à Éric Lavallée d'avoir organisé ça. Donc, je vais essayer pour vous parler un petit peu de mes intérêts de recherche qui tournent autour du jeu vidéo, de l'informatique et de la biologie. Je vais essayer de le présenter un petit peu comme une structure narrative de ce que je fais en général. Et derrière ça, je vais essayer de décortiquer un petit peu les différents aspects un peu plus informatiques de la recherche en bioinformatique. Mais vraiment, comment je dirais ça, arrêtez-vous pas à la biologie parce que tout ce que je présente ici, on peut le faire sans biologie. C'est juste que j'ai une perspective de bioinformatique là-dessus. La particularité de la bioinformatique, c'est qu'on travaille avec des données biologiques qui sont vraiment massives, mais qui sont surtout très hétérogènes parce que si vous avez eu un cours de bio, vous avez sûrement eu l'opportunité de voir que même s'il y a des règles, il y a à peu près autant d'exceptions que de règles, ce qui fait en sorte que ça nous donne des bases de données, des jeux de données qui sont très difficiles à travailler par rapport à des trucs comme des images à interpréter. Donc, en général, les approches à base d'intelligence artificielle qui fonctionnent très bien sur des données très propres vont fonctionner un petit peu moins bien sur des données biologiques et ça amène des défis qui sont un petit peu uniques. Évidemment, il y a quand même beaucoup d'approches à base d'IA qui existent en bioinformatique, notamment AlphaFold, et ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils sont là-dedans. Et je dirais qu'autour de 2020, AlphaFold de Google est devenu en quelque sorte champion du monde du repliement des protéines, qui est une des tâches fondamentales de la bioinformatique. Malheureusement, depuis, on continue à essayer d'étendre ça à la prédiction d'autres biomolécules et ça s'est pas particulièrement bien passé, c'est-à-dire que les succès qu'ils ont eus sur les protéines ne semblent pas s'appliquer à d'autres structures de biomolécules. Et on peut se demander pourquoi c'est le cas. Parce qu'ils ont des très beaux modèles, ils fonctionnent très bien sur les données sur lesquelles ils travaillent. Ben, en fait, c'est qu'il y a quand même des conditions favorables pour ce type de modèle-là. C'est-à-dire que si on a des données nombreuses avec des jeux de données équilibrés, des annotations de qualité et des fonctions d'optimisation faciles à formuler, on est quand même davantage capable d'arriver à des résultats qui sont excellents. Et c'est un peu le cas pour les protéines, parce qu'on a quand même 60 000 structures de protéines à la résolution atomique qu'on est capable de bien comprendre et donc sur lesquelles on peut entraîner des modèles assez élaborés. Mais déjà, avec l'ARN, on a seulement 1800 structures distinctes, ce qui est déjà pas mal moins, d'autant plus que ces structures-là sont particulièrement peu équilibrées. C'est un ensemble à la fois hétérogène et très déséquilibré. Mais il y a quand même des problèmes qui sont encore plus difficiles, notamment l'alignement de séquences, pour lequel on n'a tout simplement pas de base de données globale, surtout parce qu'en fait, c'est une tâche pour laquelle les règles tendent à changer avec chaque nouveau jeu de données. Je vais parler un petit peu de l'alignement de séquences en détail. En fait, un alignement de séquences, c'est simplement l'idée de comparer des séquences biologiques. Donc, ce qu'on compare, c'est des strings, donc des chaînes de caractères d'ADN, donc avec un alphabet de taille 4, A, C, G et T.
mais on peut pas vraiment les comparer comme on comparait n'importe quel string ou même du langage naturel, parce que c'est quand même le résultat de milliards d'années d'évolution et on cherche en fait à apprendre davantage sur un ancêtre commun entre deux espèces quand on compare leurs ADN. Donc c'est une approche un petit peu différente qu'on va avoir. Donc dans le fond, si on compare deux séquences ADN homologues qui viendraient de l'homme et disons du gorille, ben, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstruire un arbre phylogénétique, c'est-à-dire un arbre de l'évolution de la vie, où on va essayer d'identifier où l'homme et le gorille se situent, qu'est-ce qu'ils ont en commun et comment leur évolution a divergé depuis leur ancêtre commun. Donc, quand on fait un alignement de séquences, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met en correspondance des régions de séquences ADN qui sont partagées avec un ancêtre commun. Donc, un alignement entre un gène de l'humain et un gène du chimpanzé, c'est là d'essayer de trouver quelles parties de ces strings-là sont en commun entre l'homme, le chimpanzé et leur ancêtre commun. Et si on identifie les parties qui sont différentes, on va comprendre comment ils ont divergé évolutivement depuis la séquence de leur ancêtre commun. Donc, si je fais un alignement ici, ça va être une mise en correspondance où je vais essayer de maximiser les correspondances. Donc, par exemple, entre la séquence du chimpanzé et la séquence de l'humain, ben, je vais avoir deux parties ici qui ont l'air de matcher globalement. Je vais pouvoir me dire que, ben, puisque ça correspond pas mal, c'est probablement quelque chose qu'ils ont en commun avec leur ancêtre commun. Et donc, il va avoir, par exemple, ici, il y a une mécorrespondance, un mismatch. Donc, on ne sait pas s'il y avait ici un ancêtre commun. Ça aurait pu être un T, ça aurait pu être un C. Même chose ici à la fin. On ne sait pas c'est quoi l'ancêtre commun parce qu'il y a une différence. Et bien, au milieu, il y a un gros bout qui ne matche pas. Et là, on ne sait pas si l'ancêtre commun avait la même séquence que le chimpanzé et l'humain l'a perdu à cause d'une mutation, ou si l'ancêtre commun était comme l'humain et que le chimpanzé a gagné un bout avec une mutation. On ne peut pas le savoir. Et on fait, ce qu'on fait ici, c'est quand même arbitraire parce que même si on dit on essaie de maximiser les correspondances, ben, il y a cette solution-là qui est un petit peu différente, mais qui va aussi changer des correspondances. Et en fait, la vraie vérité, c'est qu'on ne sait pas lequel de ces deux alignements-là est le plus représentatif de la réalité évolutive parce qu'on ne la connaît pas, cette réalité-là. On ne le connaît pas, l'ancêtre commun de l'humain et du chimpanzé. Donc, le résultat, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des alignements de séquences multiples, où on va essayer de mettre en correspondance plein de séquences différentes pour pouvoir identifier les parties qu'elles ont en commun, les parties qui sont distinctes entre elles, et ça va nous permettre d'estimer, avec des modèles statistiques, la des différentes espèces. Par exemple, si on regarde un gène que tous les mammifères ont, comme par exemple le gène de l'insuline, on va avoir une séquence ADN qui correspond d'à peu près 300 caractères. Et quand on va comparer celle de l'humain, du chimpanzé et de la souris, ben, on va voir que la séquence de l'humain est beaucoup plus proche de celle du chimpanzé parce que, vu que leur ancêtre commun est plus récent, il y a eu moins de mutations entre-temps. Donc, un alignement de séquences, c'est vraiment une manière de comparer des séquences ADN pour pouvoir estimer leur relation évolutive. Et c'est un petit peu de là que vient de la difficulté, parce que chaque séquence qu'on compare va avoir une histoire différente. C'est-à-dire que, par exemple, les séquences de mammifères, les mammifères vont pas subir des mutations à la même vitesse que les virus. Donc, si je compare des séquences de virus, ben, on a vu avec la COVID-19 que les virus, ça peut muter très rapidement. Donc, je m'attends à avoir des règles différentes pour déterminer c'est quoi les parties qui correspondent que quand je compare des mammifères qui vont évoluer assez lentement en termes de nombre de mutations. Donc, puisque les règles changent à chaque fois, on ne peut pas vraiment avoir une grande base de données globale sur laquelle on va entraîner des algorithmes pour résoudre le problème n'importe comment. Il n'y a pas de one size fits all pour ce genre de problème-là. Et la réalité, c'est que quand des biologistes vont comparer des séquences, ils vont les mettre dans un algorithme, un programme qui va leur donner une sortie, et ils vont le corriger à la main. Ils vont littéralement regarder leur sortie et dire ah ben ça, en fait, il faut le bouger par là. Vous voyez pas, vous voyez ma souris. Mais ils vont vraiment le corriger à la main et on s'est rendu compte, en étant plusieurs personnes différentes,
que la correction à la main n'était pas basée sur des connaissances scientifiques autant que juste euh, du pattern matching normal, c'est-à-dire qu'à l'œil, on voit ce qu'il y a du bon sens et ce qu'il n'y a pas de bon sens. Donc, ce champ de recherche-là, qui est basé sur les alignements, c'est ce qu'on appelle la génomique comparative, c'est-à-dire qu'on cherche à mieux comprendre les différents organismes à partir de la comparaison de leur génome, donc de leur ADN, de l'ensemble de leurs gènes. Donc, je vous ai donné un petit indice où je voulais m'intéresser à des problèmes pour lesquels les conditions favorables pour les algorithmes traditionnels d'intelligence artificielle sont peut-être pas réunies, comme l'alignement de séquences. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on peut potentiellement tirer avantage du fait qu'il y a des problèmes qui sont difficiles algorithmiquement, qui sont peut-être faciles dans d'autres manières de les voir. Par exemple, je vous donne un exemple d'un problème. On a peu d'exemples et des exemples différents comme celui-ci. Mettons, je vous montre ces images-là. Je vous demande de trouver le plus grand cluster de points roses. Ben, en fait, ça paraît peut-être un petit peu rouge, là, mais les points de cette couleur-là. Ben, visuellement, c'est très facile. C'est-à-dire, ça prend un quart de seconde, on voit tout de suite que, bon, ici, il est là, ici, il est là, ici, il est là. Mais vous pouvez imaginer que c'est quand même pas trivial à coder parce qu'on ne sait pas ça va être quoi la forme, on ne sait pas nécessairement quelle couleur de point il y a. Et on a seulement 4 exemples. Donc, avec ces 4 exemples-là, ça serait difficile d'écrire un programme qui va fonctionner pour n'importe quel exemple. Et c'est un peu ça le problème de la biologie, c'est que, mettons qu'on sait qu'il y a, je dirais, des centaines de milliers de structures d'ARN qui existent et on a 1800 exemples. Et il faut qu'on utilise des algorithmes à partir des exemples qu'on a, avec l'idée que ça devrait marcher sur les exemples qu'on n'a pas. Donc, rapidement, ça devient un petit peu difficile de déjà concevoir des algorithmes qui fonctionnent et ensuite les valider. Et c'est dans ce genre de problème-là qu'on peut vraiment exploiter l'intuition visuelle des humains qui a l'avantage de ne requérir aucune information préalable sur le problème. C'est-à-dire que si je vous dis trouver les points roses, les clusters de points roses, vous avez besoin d'aucune autre information. Vous avez besoin de savoir c'est quoi que les points représentent. Vous n'avez pas besoin de savoir à l'avance quel type de forme il va avoir. Peu importe si je vous donne un triangle, un carré, un hexagone, vous allez pouvoir trouver les points roses sans vous poser de questions. Donc, c'est vraiment sur ce genre de problème-là qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le calcul humain, c'est-à-dire l'utilisation de la cognition humaine pour résoudre des problèmes informatiques qui pourraient être difficiles pour un programme tout seul. Et c'est dans ce genre de circonstances-là qu'on va utiliser une interface humain-ordinateur. Donc, quand les problèmes sont difficiles pour les algorithmes et faciles pour les humains, on peut les faire collaborer pour faire résoudre le problème à une interface des deux. Et parfois, on va avoir avantage à essayer de multiplier ça et d'utiliser plusieurs interfaces humain-ordinateur en même temps, ce qui va nous donner ce qu'on appelle le crowdsourcing, ou en français myriadisation. Il y a plusieurs termes recommandés par la boutique linguistique de l'OQLF, notamment externalisation ouverte. Je ne sais pas pourquoi, je recommande myriadisation, c'est un peu plus simple. Et grosso modo, c'est une approche de type diviser pour régner, le divide and conquer, où on va diviser un grand problème en micro-tâches qu'on va distribuer à différents humains et qu'on va ensuite agréger pour résoudre le problème global. Donc, du crowdsourcing, vous en avez déjà vu. Il y en a un petit peu partout et il y a différents types de crowdsourcing qui sont généralement basés sur la méthode qu'on utilise pour recruter les gens. Donc, on peut payer les gens, et c'est ça qu'on voit dans, mettons, Amazon Mechanical Turk. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'analyse de sentiments sur du texte va payer des gens peut-être 2 sous par string, où on va leur donner une phrase, et ils vont devoir dire si c'est positif, négatif, gentil, méchant. Et ensuite, on va servir de ces données-là pour entraîner des modèles pour pouvoir interpréter du texte. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus méchantes comme obliger les gens à résoudre des problèmes. Et ça, vous avez tous déjà fait face à ça, ce qu'on appelle les CAPTCHA. Les CAPTCHA, c'est, bon, celui-là, c'est juste cliquer, je suis pas un robot, c'est facile. Ben, quand ils vous demandent d'identifier c'est quoi les photos de voiture parmi des exemples, ben, ça sert en même temps à vérifier que vous êtes humain et à entraîner des algorithmes qui vont ensuite devenir meilleurs pour reconnaître des objets dans un champ visuel.
Évidemment, il y a des enjeux éthiques ici dont on peut discuter parce que on est souvent obligé de faire ces tâches-là pour pouvoir lire nos courriels. Donc, c'est un petit peu plus violent que se faire payer, par exemple. Il y a aussi l'option de demander gentiment aux gens. Et ça va être ce qu'on appelle la science citoyenne, la science participative, où on va avoir des initiatives comme Galaxy Zoo, où ben, vous allez sur le site web, où vous dites moi, je suis un citoyen, je veux aider la science, et ben, eux, ils vont vous dire ouais, une buse à queue rousse, et ben, ça va aider un scientifique à déterminer où se situent les buses à queue rousse dans votre environnement. Il y a beaucoup d'applications, notamment des applications d'observation d'oiseaux, des choses comme ça, qui sont vraiment directement utilisées pour des données écologiques dans des articles scientifiques. Et ça, ben, c'est vraiment euh, de, de la bonté du cœur des participants. Les scientifiques demandent de l'aide et les gens acceptent de les aider gratuitement parce qu'on a l'impression de faire quelque chose d'utile. Et finalement, un quatrième type, ça serait de ludifier la tâche. Dans le fond, si on prend la tâche qu'on veut demander aux gens de faire pour nous et qu'on la transforme en jeu, et que c'est à pour que les gens le fassent d'eux-mêmes sans qu'on ait à leur demander, ben, tenant nos résultats sans avoir à trouver des gens et les supplier de le faire. Et ça, ben, c'est tout le champ de recherche des jeux sérieux, qui sont, en anglais, ça peut s'appeler des Games with a Purpose ou des jeux de sciences participatives, mais c'est l'idée d'un jeu qui va chercher à résoudre un problème scientifique de la même façon que de la science citoyenne ferait, mais en essayant d'avoir une valeur ajoutée qui évite de supplier les gens. Donc, je m'intéresse beaucoup aux jeux sérieux et à la science citoyenne appliquée à des problèmes de bioinformatique parce que c'est un champ de recherche où il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont difficiles pour les algorithmes. Euh, le jeu sérieux, pour faire une histoire très courte, le ESP Game, c'est peut-être le premier jeu sérieux, ça a 21 ans maintenant. Et à l'époque, c'était très difficile de reconnaître des animaux, mettons, sur des photos. C'est-à-dire que les algorithmes qu'on avait à l'époque était très peu performant pour la reconnaissance visuelle. Donc, le but de ce jeu-là, c'est que ça se joue sur Internet. Il y a deux participants qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Et le but, c'est que les deux doivent déterminer ce qu'il y a sur la photo. Donc, on leur montre une image et on leur donne des points si les deux sont capables de trouver le même mot-clé. Donc, par exemple, si on leur montre ça et que les deux disent sheep, ils vont avoir 10 points chacun. Et dans le fond, pour maximiser les points, ben, c'est une double tâche où d'un côté, on cherche à voir ce qui est sur la photo et de l'autre, on cherche à deviner ce que l'autre personne qu'on ne connaît pas va voir sur la photo. Et ça, ben, ce que ça amène, c'est que ça amène des annotations qu'on va appeler riches parce que, ben, mettons par exemple qu'on est sur une version française du jeu ou que les deux participants sont français, ben, on peut avoir peut-être des nouveaux labels, des nouvelles annotations où on va avoir peut-être mouton en français parce que une fois que on voit ça puis qu'on a dit, je sais pas moi, sheep, gazon, arbre, ben, on cherche d'autres mots pour avoir des points notation vraiment riche. Et le fait qu'il y ait deux personnes, ça nous aide un petit peu à valider. Donc, on peut se dire que ça donne des annotations de qualité. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez de base, mais c'est un concept qui peut être exploité sur des problèmes plus difficiles, comme le repliement de protéines. En 2008, Foldit est sorti. Foldit, c'est peut-être le premier jeu à grande échelle de sciences participatives. Et le concept, c'est vraiment de faire du repliement de protéines. Donc, on demande aux gens, en leur montrant une protéine, de faire le travail de repliement, qui est un peu le même travail qu'un algorithme ferait, et on les évalue, on leur donne un score qui se base sur à quel point le repliement semble être bon selon les méthodes d'évaluation qui sont disponibles à l'époque. Et ben en fait, ils ont constaté que les humains étaient capables d'améliorer des repliements faits par ordinateur. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 18, 19 articles scientifiques avec Foldit, dont 7 ou 8 qui sont des nouvelles structures identifiées par des joueurs. Et Foldit en particulier avait une communauté extrêmement riche. Il y avait des forums avec, bon, c'est l'époque des forums, c'est 2008, là, il y avait plein de gens qui se parlaient,
qui se donnaient des stratégies, qui se montraient leur high score. Et il y avait vraiment toute une communauté riche autour de ça qui a beaucoup stimulé la participation. Et ils ont réussi à avoir plusieurs centaines de milliers de joueurs, ce qui est immense pour un jeu scientifique comme ça en 2008. Euh, il y a aussi des jeux de ce type-là qui sont appliqués à l'alignement de séquences. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Philo, qui est sorti en 2010. Et le même principe que Foldit, c'est-à-dire que on vous donne littéralement le vrai problème à résoudre. On rajoute un score puis des couleurs, puis on se dit ça va. Donc ici, c'est littéralement un élément de séquence. C'est juste que les ACGT sont remplacés par des couleurs et qu'on donne des points si l'alignement est bon. En pratique, d'un point de vue jeu, c'est quand même un petit peu basique, là. C'est pas particulièrement extraordinaire comme expérience de gameplay, mais la combinaison entre le fait que c'était quand même un petit peu ludique et l'impression d'aider la science a fait en sorte que il y a presque 1 million de personnes qui ont joué à ça pendant les années 2010. Donc, quand même, ils ont réussi à démontrer que non seulement ça a des gens qui étaient prêts à jouer à ce type de jeu-là, mais qu'en plus, dans la majorité des cas, quelque chose comme 60 à 75% des puzzles, euh, les joueurs réussissaient à améliorer des résultats d'ordinateur. Donc, dans le fond, si on montre un puzzle à des joueurs et qui ont un objectif à atteindre pour pouvoir soumettre leur puzzle et que l'objectif correspond à l'alignement par un programme, les joueurs vont réussir à améliorer l'alignement du programme la plupart du temps. Donc, il y a quand même une vraie valeur scientifique à ça. Il semble soutenir l'idée que les biologistes corrigent leurs alignements de séquence à la main. Tout simplement parce que la cognition, notre habileté naturelle au pattern matching, est réussie à améliorer les performances des ordinateurs quand on combine la performance algorithmique à celle de l'humain. Donc, à quoi ça va ressembler un pipeline qui va utiliser un jeu comme Philo? Donc, on va avoir un premier alignement qui va être généré par un logiciel qui est forcément imparfait parce que justement, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, les logiciels sont vraiment basés sur le contexte parce qu'on ne connaît pas d'avance l'ensemble de paramètres qui va être le plus adapté aux séquences qu'on compare à ce moment-là. Donc, le logiciel a un bon départ, ça ne peut pas être parfait. Donc, on a notre première sortie de logiciel. On identifie une région suboptimale qu'on peut déterminer en disant qu'il y a beaucoup de mécorrespondances, de mismatch. Une fois on en fait une base de données de puzzle qu'on met dans le jeu vidéo qui est disponible sur ordinateur ou tablette. Et ensuite, on va évaluer les contributions humaines et les réinsérer dans l'alignement original. Donc, on va réussir à avoir une amélioration itérative de l'alignement initial en faisant intervenir les humains dans un contexte ludique sur les sous-parties du problème global qui sont les plus difficiles à résoudre pour les algorithmes. Et ça, ça nous amène à des nouveaux algorithmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux approches qu'on peut utiliser. Soit d'un côté, on applique directement les solutions au guidage de l'alignement, c'est-à-dire que quand on recalcule l'alignement du logiciel, on va ajouter des solutions humaines comme des guides pour aider le logiciel à trouver des meilleurs alignements. Et il y a une approche un peu plus, je vais dire moderne, mais bon, c'est un mot comme ça, où on va développer un nouvel algorithme avec, par exemple, un système acteur critique d'apprentissage par renforcement, où on va utiliser les solutions des humains pour entraîner le modèle à trouver des imperfections dans une sortie d'alignement et les corriger. Et on va appliquer cet algorithme-là entraîné sur les solutions humaines à la base de données. Et ça, c'est vraiment les deux approches qui existent. C'est soit d'un côté, on utilise telles quelles les solutions humaines pour améliorer les résultats sur ces données-là, soit on va entraîner un agent sur les solutions humaines pour améliorer à peu près n'importe quelle donnée. Bon, je dis soit, en principe, on fait à peu près toujours les deux, parce que généralement, ce type d'approche-là va mieux marcher sur le dataset original. Et ce type d'approche-là va permettre d'appliquer le travail fait par les joueurs à des nouvelles données et donc de perpétuer l'impact de l'effort qu'ils vont avoir fourni.
Donc, philo, à peu près 1 million de puzzles solutionnés, 400 à 700 000 joueurs. Ça dépend des estimations parce que les auteurs du programme se sont fiés sur Google pour mesurer la visite à leur site web, puis à un moment donné, ça a planté, puis ils savent pas trop combien de joueurs ont joué. Mais c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. Et selon les bases de données, entre 40 des puzzles ont été améliorés par les humains avec, mettons, une moyenne entre 60% et 75%. Mais quand même si c'est une réussite globalement, et c'est une réussite parce que c'est le bon problème qui est ciblé, parce que la solution est bien définie et permet d'améliorer le problème, et parce que le jeu est accessible, il reste quand même qu'il y a des problèmes avec ce type d'approche-là. Le premier, c'est que ben, pour améliorer la solution d'un ordinateur, quand même, il faut mettre du temps. Les puzzles peuvent prendre plus de 30 minutes à compléter, et ça, c'est un investissement quand même, et donc, il y a une minorité de joueurs qui vont en faire plus que deux, ce qui fait en sorte que les solutions sont vraiment dominées par les experts. Le résultat, c'est que si on regarde qui a vraiment contribué à ces améliorations-là, ben, en pratique, ça va des solutions de non-experts qui vont avoir aidé à améliorer les alignements initiaux. Donc, en fait, il y a quand même un plafond de verre sur ce type d'approche-là, où même si le jeu est ludifié, c'est-à-dire même si la tâche est ludifiée, on n'a pas atteint un large public. On n'a pas nécessairement réussi à mobiliser des millions de personnes à travailler ensemble pour résoudre un problème. C'est plutôt quand même des experts ou des gens vraiment enthousiastes qui se sont mis ensemble pour résoudre des problèmes. Le problème, c'est que cette petite bande-là de quelques centaines de personnes, même s'ils peuvent aider à cette échelle-là, ils sont pas capables, à quelques centaines de personnes, de résoudre des problèmes de très grande envergure. Il y a une limite à leur contribution possible. Il faudrait être capable de faire en sorte que des millions de personnes puissent réellement contribuer pour pouvoir cibler des problèmes à plus grande échelle. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de changer d'échelle et d'aller chercher des millions de personnes. Et c'est un problème qui s'est présenté quand on a commencé à travailler avec le microbiome humain. Donc, vers le milieu des années 2010, il y a le projet American Gut qui a réussi à séquencer 1 million de séquences de microbes du microbiome humain dans le système digestif. En fait, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais il y a à peu près la moitié des cellules de votre corps qui sont pas à vous, qui n'ont pas votre ADN, mais qui appartiennent à des microbes de différents types, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et la grande majorité d'entre eux sont très utiles. Votre santé dépend de ces visiteurs-là. Par exemple, si on n'a pas une bonne diversité de microbiome intestinal, on va développer très souvent des maladies liées au système digestif. Et ça, en fait, c'est très important pour la science, mais c'est très peu connu parce que jusqu'au milieu des années 2010, on n'avait pas bien réussi à identifier ces microbes-là parce que on n'était pas capable de les cultiver en laboratoire. Donc, il a fallu des nouvelles technologies de séquençage pour qu'on puisse collecter les échantillons de sel de dizaines de milliers de personnes qui avaient envoyé par la poste à l'université UCSD et qui ont directement été séquencés sans passer par l'étape cultiver les microbes. Et ça nous a permis d'assembler une base de données d'1 million de séquences qu'on avait besoin d'aligner et pour lesquelles on avait très peu de références parce que pour la plupart, c'était des microbes qu'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment le type de tâche où les humains peuvent la... Ce qui nous a amené à travailler avec Gearbox. Donc, Gearbox, c'est un studio de développement de jeux vidéo qui est basé en des studios à Montréal et à Québec. Et c'est vraiment un jeu de marché de masse. C'est-à-dire que Borderlands 3, qui est sorti en 2019, a vendu plus de 18 millions de copies. Donc, si on veut aller chercher des millions de personnes pour jouer à un jeu qui va aider la science,
peut-être que la meilleure méthode, c'est d'aller trouver les gens qui sont susceptibles de vouloir jouer à un jeu dans un jeu vidéo où la grande majorité des gens sont déjà naturellement intéressés par le jeu. Donc, cette collaboration-là a mené à Borderlands Science, qui est un mini-jeu de sciences participatives à l'intérieur du jeu Borderlands 3. C'est-à-dire que Borderlands 3, c'est un jeu de type RPG, shooter-looter. C'est-à-dire que le joueur incarne un personnage virtuel qui se déplace dans le monde et qui trouve des armes, qui tire sur des ennemis pour trouver d'autres armes, pour tirer sur plus d'ennemis, pour trouver d'autres armes. Donc, le cycle de jeu est défini comme ça. Et ben, en fait, si on peut offrir à ces joueurs-là l'opportunité d'aller trouver des meilleures armes pour tuer des meilleurs, on va être intéressé à jouer à un mini-jeu qui puisse nous aider. Donc, dans le vaisseau spatial qui sert de hub entre différentes missions, on a glissé une machine d'arcade à laquelle les joueurs peuvent jouer en s'approchant. Donc, c'est un peu du deuxième niveau. C'est le personnage du joueur qui s'approche de l'arcade et qui joue. Et en interagissant avec l'arcade, le joueur va pouvoir interagir avec des personnages du jeu. Donc, dans le fond, leur personnage s'approche d'une machine d'arcade qui a été conçue par un personnage à l'intérieur du jeu qui cherche à tester l'intelligence du personnage incarné par le joueur. Et il s'installe une compétition entre le personnage du joueur et le personnage qui a conçu la machine. Et c'est-à-dire habité par des acteurs de voix. Donc, il y a vraiment des lignes de dialogue uniques qui sont dans ce mini-jeu-là. Et quand on résout des puzzles, on interagit avec ces personnages-là qui vont nous défier, nous critiquer et parfois nous insulter. C'est-à-dire que si, mettons, à un certain niveau, vous prenez trop de temps pour résoudre le puzzle, le personnage va vous insulter en vous disant que vous êtes poche. Et ça s'inscrit vraiment dans l'esprit de la franchise Borderlands. Et on a choisi cette approche-là pour maximiser l'immersion et faire en sorte que les joueurs de cet univers-là soient attirés vers un mini-jeu qui correspond assez peu à leur intérêt. Parce qu'encore une fois, on parle de gens qui sont là pour tirer sur des affaires. Et ben nous, on a ça. Donc ça, ben, c'est un jeu qui est assez normal de Borderlands, mais en intégrant des éléments narratifs, on a réussi à faire en sorte que 90% des joueurs qui se sont approchés de la borne d'arcade ont complété le tutoriel plus au moins une tâche scientifique, ce qui représente quelque chose comme 8 à 10 minutes de jeu. Donc, il y a vraiment une adhésion au mini-jeu. Et ici, dans le fond, l'objectif, c'est d'insérer les tokens jaunes pour faire correspondre les briques avec les guides qu'il y a à gauche pour maximiser un score et sélectionner leurs amis. Donc, en jouant à ça, ils obtiennent des récompenses qui sont utiles dans le jeu. Ça constitue des bonus qui vont les aider à obtenir des meilleures récompenses. Dans le fond, c'est dans les gens qui vont faire du grinding, qui vont être à la fin du jeu, essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles, vont généralement avoir besoin de certains de ces items-là qui vont les aider. Donc, dans le fond, on a réussi à intégrer ce jeu-là dans la boucle de gameplay des joueurs les plus motivés. Et ben, le résultat, c'est qu'on a réussi à avoir plus de 5 millions de participants pour plus de 150 millions de puzzles résolus. Et ben, forcément, c'est pas la même échelle que Philo, où on en avait eu 500 à 700 000. Et ça nous permet de cibler des problèmes qui sont plus difficiles et surtout de donner le même puzzle à 45 joueurs, de manière à pouvoir vraiment s'intéresser au consensus entre les joueurs. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est qu'on cherche à aligner des séquences du microbiome humain. L'idée, c'est vraiment qu'on sait que la diversité du microbiome contribue à la santé, mais on ne connaît pas le mécanisme derrière. Donc, si on aligne les séquences, on va pouvoir mieux comprendre leur phylogénie, leur histoire évolutive, et mieux comprendre le mécanisme qui permet à maintenir la santé humaine. Évidemment, cette approche-là a plusieurs applications médicales, notamment, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de la bactérie C. difficile, qui est très dangereuse dans les hôpitaux et qui est résistante aux médicaments. Ben,
actuellement pour le C difficile, c'est la transportation fécale. C'est-à-dire que le C difficile colonise votre système digestif, mais pas le vôtre, celui des personnes à l'hôpital. Et plus le C difficile se reproduit, plus il y a de chances de développer des symptômes graves. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de coloniser le C difficile avec des microbes en santé qui sont autres que le C difficile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un échantillon de sel d'une personne en santé, on le congèle, on le met dans une pilule, on vous donne la pilule, vous l'avalez, et il va y avoir des nouveaux microbes dans votre intestin qui vont empêcher le C difficile de se distribuer à trop d'endroits et qui vont diminuer les symptômes de la maladie. Il y a aussi d'autres aspects plutôt diagnostiques ou l'association de la présence de certaines espèces dans le système digestif va permettre d'identifier des facteurs de risque pour certaines maladies. Donc, si on réussit à bien cartographier ces espèces-là, ça va nous aider à moyen terme à mieux comprendre la santé humaine. Donc, comment ça marche? Comment on fait pour avoir un meilleur alignement de séquences avec un jeu de puzzle qui semble relativement simple? Ben, en fait, ça marche comme ça. Donc, il y a plusieurs étapes ici. Je vais passer un petit peu rapidement, mais on va passer à travers chaque étape qui fait en sorte que ça fonctionne. Donc, mettons que la première étape, c'est les données. Donc, 23 000 personnes qui envoient par la poste des échantillons de sel. Et avec ces échantillons-là, ils vont avoir répondu à de nombreuses questions sur leur santé, leur alimentation, leurs habitudes de vie, comme combien de types de végétaux ils mangent dans une semaine, euh, quel nombre de consommations d'alcool ils vont consommer par jour, des questions comme ça, qui vont nous aider après à faire le lien entre quelles espèces sont dans leur échantillon et leur état de santé. Mettons peut-être que les gens qui boivent jamais ont un microbiome différent de ceux qui boivent tous les jours. Et c'est ce genre de questions-là qu'on va chercher à solutionner. Donc, les données, c'est 1 million de séquences, donc 1 million de strings de longueur 150 qu'on va chercher à aligner. Et on va commencer par faire un clustering parce qu'il y en a là-dedans qui sont similaires. Donc, on veut maximiser l'efficacité du jeu. Donc, on va regrouper ensemble les séquences similaires parce que si on a plusieurs séquences qui se ressemblent beaucoup, si on réussit à mieux aligner une d'entre elles, on peut propager l'information aux autres. Donc, on sauve du temps en passant d'1 million de séquences à 10 000 séquences représentatives. À partir de là, on utilise un logiciel qui s'appelle PASTA, qui est un logiciel conçu pour les grands alignements, pour avoir un premier alignement, qui est un bon départ, mais imparfait, comme pour Philo. Et là, on va couper des parties de l'alignement pour les mettre dans des puzzles. Donc, c'est le même principe que Philo, mais les puzzles sont plus petits. Et là, contrairement à Philo, on va donner chaque puzzle à 45 personnes plutôt qu'à 2 ou 3 personnes. Et on va pouvoir filtrer les solutions de différentes personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire filtrer les solutions? C'est qu'on va chercher par puzzle à trouver lesquels ont fait la meilleure job. Et ça, c'est une question ouverte parce que un alignement de séquences, c'est un problème où on cherche à maximiser le nombre de correspondances, donc le nombre de couleurs qui correspondent entre deux rangées, mais à minimiser le nombre de gaps, c'est-à-dire le nombre de positions où il n'y a rien. Le concept de gap ici, c'est simplement l'idée que si on a une séquence qui a un gap, qui a un trou, et une autre qui n'a pas de gap, c'est qu'il y a eu une insertion ou une délétion, donc un événement de mutation qui a fait en sorte qu'il y a un nucléotide, un caractère qui a disparu. Et c'est parce que c'est relativement peu probable qu'il y en ait beaucoup. Donc, autrement dit, un bon alignement, c'est un alignement où il y a beaucoup de correspondances et peu de gaps. Et ça, en fait, c'est une fonction biobjective. Et je peux commencer par un exemple un peu plus simple de fonction biobjective. Donc, imaginons que je me promène à Montréal et que j'essaie de comparer le rapport qualité-prix de différents restaurants qui servent du poulet. Donc, pour chaque restaurant, je vais visiter quelques fois, je vais amener 172 inspecteurs avec moi qui vont chacun regarder le prix et évaluer le goût. Et on va prendre la moyenne de ces 172 inspecteurs. Ça nous donne une table comme ça. Et ben, on va chercher à déterminer quel restaurant est le meilleur. Et dans le contexte, on a deux informations. Donc, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une solution à une fonction biobjective, c'est-à-dire à la fois le meilleur prix
et le meilleur goût en même temps. Et comment on va solutionner ça? Ben, en les dessinant sur un plan comme ça. Donc, si j'ai un graphe où sur l'axe des Y, j'ai le prix en commençant par le moins cher, et sur l'axe des X, j'ai l'évaluation gastronomique, ben, il y a certains restaurants qui sont strictement pires qu'aucun autre. Par exemple, le restaurant C, où on donne un 5 sur 10 pour 5 ben, clairement, c'est le moins cher. Il n'y a aucun restaurant qui est moins cher que ça et qui goûte meilleur. Donc, il n'y a aucun restaurant qui est strictement pire. À l'inverse, le restaurant I, c'est celui qui a le poulet qui goûte le meilleur. Ça coûte cher, mais il n'y en a aucun qui goûte meilleur. Donc, c'est strictement pire qu'aucune autre option. Et après, on a entre les deux le restaurant A, où on a 8,5 sur 10 pour 8,50 $. Et bien, on peut dire que parmi les restaurants qui coûtent moins de 10 c'est celui où le poulet coûte le meilleur. Donc, ce qu'on cherche ici à faire, c'est dessiner la ligne orange ici, qui détermine le meilleur rapport qualité-prix, en commençant par la région où c'est vraiment pas cher, et en finissant par la région où ça goûte vraiment bon. Et on va pouvoir déterminer si les points qui sont près de cette ligne-là, ben, si les points sont près de cette ligne-là, ça veut dire que c'est globalement de la très bonne qualité. Et ça, c'est ce qui s'appelle la Pareto-optimalité, c'est-à-dire qu'un point, une option, un restaurant est Pareto-optimal s'il n'est strictement pire qu'aucun autre restaurant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre restaurant où le poulet est meilleur pour le même prix ou moins cher pour le même goût. Et on va exécuter exactement la même méthode pour les solutions. On va avoir d'un côté le nombre de gaps, de l'autre le score, et on va dessiner notre front de Pareto et déterminer les solutions qui sont en termes de objectifs. Et on va filtrer les solutions qui sont situées près du front de Pareto, donc qui sont pires qu'aucune autre solution, et qui tendent à être compatibles avec le consensus des solutions des joueurs. Donc, on va chercher en même temps des solutions de haute qualité et des solutions qui ne sont pas trop différentes des 44 autres solutions dans l'ensemble. Et ça va nous permettre de trouver le sous-ensemble des solutions de bonne qualité. Autrement, on n'aurait pas eu de critères pour déterminer ça. Et une fois qu'on a ces solutions-là de qualité, ben, on peut regarder pour, disons, une séquence, tous les puzzles où on a la séquence, et refaire un alignement pour cette séquence-là pour déterminer un consensus, comme ici, la séquence qui est encadrée, ben, à peu près tout le temps, la première position, il n'y a pas de gap. Donc, première position, on met un jaune. Parce que c'est à peu près toujours un jaune, à peu près jamais un gap. Et vers le milieu, on a plus souvent un gap, donc on va avoir un gap ici vers le milieu. L'idée ici, c'est vraiment qu'on détermine un consensus entre les différents puzzles solutionnés où la séquence apparaît. Et on va pouvoir ensuite réaligner ensemble les consensus de chaque séquence pour reconstruire notre alignement initial avec l'information des joueurs. Et dans le fond, ici, l'idée, c'est que au lieu d'aligner les séquences les unes avec les autres, on fait en même temps l'alignement des unes avec les autres et l'alignement de chacune des séquences avec les votes des joueurs sur où devraient se situer les gaps. Dans le fond, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est de demander à un grand nombre de personnes où devraient se situer les gaps dans les séquences qui nous intéressent. Et ça nous donne notre alignement final, qui est le résultat du pipeline. Par contre, le mot final est à prendre avec des pincettes parce que là, on n'a rien fait pour démontrer que c'est un bon alignement, en fait. J'ai juste dit, voici un meilleur alignement. Ben, on va réutiliser la phylogénie. Je vous ai parlé plutôt du fait que, à partir de séquences alignées, on peut déterminer lesquelles sont évolutivement proches et lesquelles sont distantes. Donc, on va utiliser les distances entre séquences alignées pour obtenir une phylogénie, c'est-à-dire un arbre de l'évolution des microbes qui nous intéressent. Et à partir de là, on va pouvoir comparer parmi notre 1 million de microbes. Mettons qu'il y en a 50 000 qu'on connaît et pour lesquels on a une référence. Ben, et on va pouvoir démontrer, on a pu démontrer que les phylogénies de Boolean Science
étaient plus proches de la référence que les phylogénies estimées à partir d'alignements produits par des logiciels. Et on a testé avec 6 ou 7 logiciels différents. Donc, démontrer que l'alignement est de qualité. À partir de là, on peut essayer de faire un échantillon de sel duquel on extrait des ADN microbiens qu'on met dans le jeu. Ensuite, on va faire une phylogénie et on va chercher à faire des liens statistiques entre la phylogénie et les informations qu'on a sur le comportement et la santé de l'humain qui est l'auteur des sels en question. Donc, par exemple, on va pouvoir trouver qu'un certain type de phylogénie est associé statistiquement avec quelqu'un qui se brosse jamais les dents ou avec quelqu'un qui prend aucun antibiotique. Et ben, l'idée, c'est qu'à long terme, ça peut nous permettre de d'inférer des informations sur les humains à partir des selles, ce qui a des applications diagnostiques évidentes. Mais c'est pas tout ça, parce que on résout un problème, ou en tout cas, on s'approche d'une résolution, mais en même temps, on génère plein de données intéressantes. Et ça, c'est un petit peu l'autre aspect de ce à quoi je m'intéresse, c'est comment on peut utiliser les données générées pour répondre à d'autres problèmes. Par exemple, on peut essayer d'apprendre à partir des stratégies des joueurs, utiliser des modèles de type FCN, donc réseau pleinement convolutif, ou des transformeurs pour, à partir d'un puzzle, prédire quelles solutions les humains vont fournir. Et quand on fait ça, ben, on peut comparer les solutions des modèles entraînés sur les solutions humaines avec, d'un côté, les vraies solutions humaines et de l'autre, des algorithmes traditionnels. Et ce qu'on va observer, c'est quelque chose comme ça. Bon, ici, il y a beaucoup de choses, mais ce que je veux que vous voyez, c'est que on a le score sur différents puzzles de différents niveaux de difficulté. Et en violet, c'est la solution des humains. Et en fait, en orange, en vert, c'est les solutions des modèles entraînés sur les humains. Et les autres, c'est d'autres algorithmes. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que au fur et à mesure que les puzzles deviennent plus difficiles, les algorithmes deviennent nettement plus proches des humains que toutes les autres solutions. Ce qui nous montre que c'est des solutions sur lesquelles on peut entraîner des agents qui vont être capables de les reproduire à un certain niveau et de générer des solutions qui sont de presque aussi bonne qualité que celles des humains. Parce que sur l'axe des Y, c'est le score obtenu, et on voit que les IA entraînés se rapprochent des scores humains. Ce qu'on voit aussi, c'est que si on regarde la similarité entre les solutions fournies par les humains et celles des algorithmes, ben, on va voir ici encore une fois les deux modèles d'apprentissage par renforcement entraînés sur les solutions. Et on a en bleu l'algorithme de Needleman-Wunsch, qui est un algorithme traditionnel d'alignement de séquences. Et ce qu'on voit, c'est que pour les puzzles très simples, l'algorithme traditionnel est plus proche des solutions humaines réelles, mais qu'au fur et à mesure que ça se complexifie, les vont être beaucoup plus similaires aux solutions humaines. Donc, ce qu'on a montré ici, c'est que on peut entraîner des agents pour reproduire les solutions humaines, que ces agents-là donnent des solutions qui sont de haute qualité et que donc, en théorie, on pourrait appliquer ce que les agents ont appris sur des nouvelles données pour perpétuer l'utilité des solutions humaines. On a en parallèle euh, l'intérêt de décrypter la contribution humaine, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on voit, qu'est-ce que les humains font qui fait que ça fonctionne bien. Et pour ça, on peut utiliser un modèle markovien où on va carrément modéliser la séquence de décision. Donc, si on commence par le début de partie, on peut avoir une liste de 5 actions possibles et on va simplement représenter chaque partie comme une séquence d'actions et ensuite comparer les actions prises par, mettons, des joueurs débutants et des joueurs experts. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des différences significatives qui font en sorte qu'avec ce modèle-là, on peut instantanément déterminer si un joueur est un débutant ou un expert. Donc, ça, les joueurs apprennent quelque chose. Et d'ailleurs, ça apparaît dans leurs résultats. Si on regarde la moyenne du classement des solutions, c'est-à-dire si on prend les chaque puzzle, il y a un score, puis on peut voir qui a le meilleur score, ben, plus un joueur a joué de partie de ce puzzle-là, plus il va se classer haut dans les scores par rapport aux autres joueurs.
Donc, dans le fond, à la fois au niveau de la séquence de décision et du classement final, on sait que les joueurs développent une expertise, donc ils apprennent quelque chose, donc ils produisent des solutions qui sont non triviales. Et dans le fond, c'est vraiment à ça qu'on s'intéresse, c'est qu'on utilise le fait qu'on génère des données de solutions humaines à des problèmes complexes pour mieux comprendre comment les humains vont les résoudre, pour mieux comprendre c'est quoi le fameux processus derrière la cognition humaine. On parle justement de notre habileté de pattern matching. Ben ça correspond à quoi? C'est quelles actions qui sont produites par cette intuition-là? Puis on peut le quantifier avec ce type d'approche-là. Juste un dernier mot, parce que j'ai parlé beaucoup de biologie, puis en fait, ça n'a pas besoin d'être de la biologie. Il y a des jeux sérieux de ce type-là, avec ce genre d'études-là, qui sont sur plein d'autres domaines, notamment la neuroscience, la physique quantique, différentes applications de génie. Mais la bio, en pratique, ça contient plein de problèmes qui sont à la fois difficiles pour les algorithmes et faciles pour les humains, résolus visuellement. Et et c'est essentiel d'avoir une expertise dans le problème qu'on cible parce que si on essaie de faire un jeu pour un problème qu'on comprend pas, on sera pas capable de valider les résultats après parce qu'il faut utiliser des connaissances spécifiques au domaine pour le faire. Donc, on peut faire un jeu avec n'importe qui, mais si on n'est pas expert dans le domaine, il faut collaborer avec quelqu'un qui l'est de manière à pas faire n'importe quoi. Et vu que moi, ben, je suis bioinformaticien, ben, faire des jeux de bio, ça permet de collaborer avec moi-même, ce qui est assez pratique. Donc, pour conclure, parce qu'on approche de la fin, ben moi, je voulais vous présenter un aperçu rapide des projets sur lesquels je travaille. Donc, ça serait des exemples, par exemple, de trucs qui pourraient faire l'objet d'un PRPC, d'un mémoire de maîtrise, d'un projet pour le fun. Il y a plein de possibilités. Et en fait, il y a plein de questions auxquelles on essaye de répondre qui sont associées à plein de champs d'intérêt. Par exemple, ben, il y a le jeu vidéo qui est important dans ce qu'on fait, mais il y a aussi le calcul humain, comprendre comment bien répartir le travail entre les joueurs, comment agréger des solutions entre elles. Il y a aussi les questions de bioinformatique, comment trouver la bonne tâche à transformer en jeu, comment trouver des tâches qui sont difficiles pour les algorithmes de l'état de l'art. Il y a des questions reliées à l'IA, l'apprentissage automatique, pour comprendre comment apprendre, comment utiliser les solutions fournies par les joueurs. Et finalement, il y a les questions davantage d'infos cognitives où on se demande qu'est-ce que les joueurs peuvent faire de mieux que les algorithmes et comment on pourrait généraliser ces connaissances-là qu'on acquiert. Et ben ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités de projets différents et que n'importe qui peut contribuer s'ils ont un intérêt pour n'importe quel de ces sujets-là. Et donc, je cherche des étudiants à tous les cycles qui sont intéressés par une de ces choses-là. Parce que de toute façon, on va toujours trouver des choses utiles à faire en lien avec un des aspects parce qu'on doit développer de l'expertise dans tous ces aspects-là. Donc, des exemples très rapides de projets. Il y a un jeu sur lequel je travaille que j'ai fait avec des étudiants de l'UQAM d'un programme de certificat il y a une couple d'années où on essaye de déterminer si les humains sont capables d'identifier facilement des motifs récurrents dans des séquences d'ARN pour voir s'il y aurait lieu de faire un jeu à plus grande échelle basé là-dessus. Donc, derrière chaque jeu à grande échelle comme Boolean Science, il y a des petits jeux comme Philo ou comme ce jeu-là qui cherchent à essayer de voir s'il y a un vrai potentiel avant de faire un truc à grande échelle parce que on met pas des millions de dollars pour voir après, ouais, en fait, ça marche pas. Donc, il y a quand même des étapes à suivre pour faire des projets qui fonctionnent à long terme. Il y a aussi carrément l'application d'agents entraînés sur Boolean Science à d'autres domaines. Donc, vraiment, l'idée de développer des nouvelles méthodes pour appliquer ce qu'on apprend des solutions à des nouvelles données. Il y a des questions reliées à l'humain et au jeu, c'est-à-dire que je collabore avec un laboratoire de psychologie à McGill où on fait jouer des gens des jeux vidéo en leur appliquant de la douleur. Donc, c'est sous forme de chaleur sur la peau. Et on cherche à voir si, quand on leur fait mal, ils ressentent moins de douleur quand ils ont du fun à jouer à un jeu que quand ils n'ont pas de fun en jouant à un jeu. Et là, on est en train de travailler sur une extension de ça au jeu d'échecs. Donc, on les met dans une machine, on les fait jouer aux échecs et on leur fait mal en leur mettant de la capsaïcine et de la chaleur. Et on espère voir que les signaux qu'on obtient de l'IRM montrent qu'ils ont moins mal quand ils s'amusent. Donc, c'est intuitif, mais scientifiquement, ça génère des données super intéressantes et on peut s'intéresser à s'il y a un découragement qui s'installe quand la tâche qu'on leur donne est trop dure versus quand elle est trop facile versus quand elle est juste du bon niveau.
Et en fait, ben, c'est des tâches de type expérience utilisateur vraiment classique, et on peut faire normal avec des données générées par des études de psychologie un petit peu violentes. Il y a aussi le design de nouveaux jeux sérieux. Par exemple, j'essaie de développer un jeu web de coloriage de graphes où l'idée, c'est d'essayer de voir si les humains peuvent résoudre des problèmes visuels basés sur des graphes. Donc, notamment, essayer de colorier les nœuds d'un graphe de sorte à ce qu'il n'y ait pas deux nœuds. Et le but de ce genre de projet-là, c'est d'essayer de voir si, au plutôt de quantifier la performance des humains sur des tâches de graphes, parce qu'il y a beaucoup d'applications de graphes, notamment dans les structures de biologie, dans les réseaux d'interaction de gènes. Donc, si on voit que les humains sont très bons pour travailler avec des graphes, on peut pouvoir faire plus de jeux qui utilisent ça. Et sinon, il y a des projets de type bioinformatique un peu plus standard où on travaille sur la prédiction de structure de l'ARN, le repliement de l'ARN, ou essayer de prédire euh, le statut, la santé, les habitudes de vie d'un humain à partir des microbes qui sont présents dans ces selles. Donc, dans le fond, c'est vraiment le développer de l'expertise en bioinformatique pour pouvoir développer des jeux qui fonctionnent et qui vont vraiment résoudre des problèmes scientifiques. En conclusion, il y a des problèmes qui sont plus faciles pour les humains que pour les ordinateurs, et ça crée des opportunités de faire collaborer des humains et des programmes pour résoudre des problèmes qui ne pourraient pas être résolus autrement. Et quand on fait ça, on génère des données vraiment intéressantes qui peuvent nous aider à répondre à d'autres questions scientifiques pour faire deux pierres deux coups. Et ça nécessite un grand nombre d'expertises dans un environnement pluridisciplinaire, donc à peu près n'importe qui, peu importe son background, peut contribuer. Donc, le travail que j'ai présenté a été produit par tous ces gens-là, y compris moi, et financé par tous ces organismes-là. Si vous êtes intéressé à potentiellement appliquer un PRPC, contactez-moi avant ce soir, parce que la date limite, c'est demain. Mais les projets que j'ai présentés, j'ai déjà des trucs écrits pour ça, pour appliquer un BRPC. Donc, dans le fond, on ne part pas de rien, là. Il y a moyen d'appliquer pour demain. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Mon bureau est au 4e étage et ma porte est ouverte la plupart du temps. Donc, merci beaucoup. Et je suis juste à temps. Donc, merci. Des, Ouais, des questions? les questions. Voilà. Je vais arrêter là. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les jeux qui sont faits sont pas mal toujours, mettons, des formes visuelles qui sont pas ce qui est dans le plus appelant du jeu vidéo? Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile à essayer de mettre une mécanique de jeu plus intéressante, parce qu'on met trop de temps et d'argent pour acheter de quoi de plus intéressant qui pousserait le joueur à peut-être faire encore plus qu'un genre de mini-jeu sous cette forme-là?